Alors, comme mon exposé est un peu long, j'aimerais bien savoir combien de temps j'ai, juste pour 15 minutes. Là, il y a une arnaque. Ok, moi j'avais 25 minutes sur mon planning, mais ok, très bien. Là, juste pour calibrer. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut lancer la présentation? Voilà, donc, alors, où est-ce qu'il est? Voilà, donc quand je fais comme ça, vous passez? Ok, très bien. Bien, donc 25 minutes, je vais essayer de parler vite. Très rapidement, je vais vous présenter AI Movement. Juste pour vous dire que c'est un centre qui a été créé au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique il y a maintenant bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Et il se veut un centre d'excellence en intelligence artificielle et sciences des données. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rendre visite. On montre un certain nombre de choses. Donc on va avancer. Alors c'est le Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait au sein de AI Movement pour l'instant? Nous avons un certain nombre de thématiques. Évidemment, les choix sont faits en fonction du staff. Hein. On recrute, on est en pleine construction du centre. Alors, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est Industrie X.0, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et les drones, hein, tout ce qui est drones et intelligence collective, nous essayons de travailler sur la partie LLM avec une approche très originale en connectant les LLM aux neurosciences. Hein. Donc, on travaille sur des choses qui sont en relation avec les activités cérébrales. La vision par ordinateur, c'est un point très important de notre activité. Et puis, d'autres choses autour de l'énergie, la cybersécurité, développement durable et environnement. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de robot social que nous essayons que nous avons mis en place avant l'arrivée du ChatGPT, avant le tsunami de ChatGPT. Et c'est juste pour vous montrer un peu notre démarche par rapport à tout ce qui est interaction sociale. Donc là, vous voyez le site de AI Movement, où est-ce qu'on se trouve à Technopolis, à côté de Rabat. Alors, on va y aller. Advancements in technology have led to the development of social robots, machines that are capable of interacting with humans in a social manner. These robots use a combination of artificial intelligence, natural language processing, and machine learning to simulate human-like responses and emotions. Social robots have the potential to revolutionize the way we live and work by providing companionship, emotional support, and assistance in tasks that require physical or cognitive effort. One promising application of social robots is in therapy for mental health issues. By providing a non-judgmental and consistent presence, social robots can help individuals manage their symptoms and improve their overall well-being. Especially, these social robots can be highly beneficial in the treatment of PTSD, which is a syndrome that affects many soldiers who have experienced high levels of stress during war. Breaking point. Post-traumatic stress disorder affects me every day. It's an invisible wound which you can't see. It's damage done to the brain. It's an invisible enemy. You can't fight that. That 6 months keeps coming back and taking over. You can't move on. Post-traumatic stress disorder is very real. You know, people who experience trauma of any sort, whether it's military service or a traumatic event, can have flashbacks, can have extreme stress and anxiety responses that are far beyond what anybody who's never experienced that kind of stress can experience. A considerable number of active duty service members, both men and women, have received diagnoses related to PTSD, according to a report by the Department of Veterans Affairs in 2021.
Our made-in-house Brain Predict tool allows dynamic prediction and visualization of an individual's local brain activity during a conversation. Using models trained on a corpus of human-human and human-robot conversations, including fMRI recordings. This tool provides a valuable way to analyze brain activity during social interactions, making it a crucial asset for fields such as neuroscience and social robotics. The following is a simple demonstration of the proposed tool. What is the Artificial Intelligence Center of Morocco? The Artificial Intelligence Center of Morocco is a center of excellence in AI that aims ce qui se passe lors d'une interaction. Artificial intelligence and data sciences. Who is the head of the Artificial Intelligence? Là, en fait, c'est tous les signaux aussi qui sont récupérés à partir lors de l'interaction. The head of the Artificial Intelligence Center of Morocco is Professor Amal Al-Fala Segrishni. Alors, nos chat GPT, notre AIMA, qui s'appelle AIMA, donc c'est notre robot social, elle est entraînée sur des données qui sont propres. C'est-à-dire, on ne les prend pas sur le web. On fabrique nos propres datasets, justement pour avoir des données clean, des données bien tunées, etc. Le fine-tuning, on le fait sur nos propres données. Cette version-là a été faite avec GPT-2. Alors là, vous allez voir, par exemple, c'est un dialogue autour de la guerre d'Ukraine. Hein, donc la vidéo s'est arrêtée. Ongoing war between Ukraine and Russia. Ça peut pas être ChatGPT puisque c'est des données qui sont postérieures. The Russo-Ukrainian War is an ongoing international conflict between Russia and Ukraine, which began in February 2014. Following Ukraine's revolution of dignity, Russia annexed Crimea from Ukraine and supported pro-Russian separatists fighting the Ukrainian military in the Donbas War. In February 2022, the conflict saw a major escalation. It continues until this day, and there are numerous factors that could impact the duration and resolution of this war. Is NATO involved in this war? NATO is not directly involved in the ongoing conflict in Ukraine. However, NATO has provided political and practical support to Ukraine, including la vidéo est avancée. Donc ce que je veux montrer ici dans cette vidéo, j'ai pas le temps, je vais très vite, désolé, mais c'est que en fait, nous, notre niche, c'est pas de faire du LLM++, mais c'est faire du LLM qui est connecté à la neuroscience et aussi de faire de la multimodalité. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, c'est des données acoustiques, c'est des signaux, c'est du texte, c'est de la voix, etc. Et les modèles qui existent aujourd'hui ne sont pas multimodaux, dans le sens, ils ne savent pas traiter plusieurs modalités à la fois. Donc nous, on a un positionnement de chercheurs. Bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est des choses qui n'ont pas été déjà faites. On ne cherche pas à faire de la valeur ajoutée sur des choses existantes. On cherche des disruptions technologiques et scientifiques. On est en train de lancer des travaux sur les LLM avec en fait, le LLM n'est plus que, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, va être pour nous juste un appel de méthode. On va appeler le LLM pour résoudre une question donnée, mais en fait, notre agent, notre AIMA, va faire du raisonnement au-dessus du LLM. Alors, ça ne se fait pas du tout aujourd'hui dans le domaine de la recherche scientifique. Hein. Ce sont des choses tout à fait disruptives et nouvelles. On peut avancer ? Alors ça, typiquement, c'est le genre de choses aussi qu'on fait avec Computer Vision. Vous avez des objets qui sont comme ça. Hein. Celui-là, il est bien, mais si on fait la vidéo qui est derrière, on peut avancer un peu sur la vidéo. Voilà. Alors ça, c'est lorsqu'on fait de l'industrie, on a envie de faire de la cobotique. Hein. On a envie de faire de la collaboration physique, hein, donc entre robots et hommes. Et donc, on a besoin, par exemple, de faire des robots qui sont capables de tenir des objets. Des objets, donc il nous faut des représentations 3D de la main pour pouvoir tenir l'objet de façon non destructive, etc. Et donc c'est un domaine de recherche qui se développe beaucoup autour de ce qu'on appelle la génération de mouvements de corps humains à partir donc, de modèles comme du machine learning, etc. Donc ce qu'on essaie de faire, ce sont des gestuels un peu réalistes, mais aussi avec l'objectif, à la fin, de faire collaborer ces objets avec d'autres artefacts comme des robots.
Alors, juste pour terminer sur AI Movement, on a un projet qui s'appelle AI Move, et nous avons une plateforme qui va travailler sur 3 objets. Donc, pour nous, la plateforme, on achète en fait les objets, on ne fabrique pas les objets au sein de AI Movement, on n'a pas la partie matérielle, ni électronique d'ailleurs. Par contre, on sait embarquer du code, et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler sur des objets qui vont, on va uploader du code intelligent sur ce type d'objet. Donc les applications sont très différentes. Ça, c'est comme les robots, ça peut être un robot comme ça, mais ça peut être un robot humanoïde qui va être en interaction aussi dans des environnements plus ou moins contrôlés. Mais aussi, on a beaucoup de sujets sur les environnements ouverts pour faire de la patrouille. Voilà, donc en fait, les choses qui vont nous intéresser dans le domaine de l'intelligence artificielle, les fonctions principales dans ce projet-là, c'est tout ce qui est perception, interaction et mobilité autonome. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de drones, par exemple, qui font de la navigation télécommandée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire de la navigation autonome par le drone lui-même, sans intervention extérieure. Pour la simple raison que les drones sur lesquels nous travaillons, ils peuvent, par exemple, faire 7000 km, 700 km, etc. Donc, on n'a pas envie d'avoir du contrôle permanent de l'utilisateur. Alors, ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé quand j'étais en France. Donc, c'est le neuron de Dassault. Et c'est juste pour vous dire que lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, on fait beaucoup de choses. En dehors du machine learning, dans ce projet-là, ce qui était intéressant, c'était de faire de l'ordonnancement des capteurs, des fonctions des capteurs sur... Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc ici, encore. Voilà. Ici, sur le neuron, vous avez plusieurs capteurs. Et ces capteurs-là, ce n'est pas des petits capteurs, c'est des radars qui sont assez gros. Et donc, en fait, ils vont exécuter des fonctions lors d'une mission. Et ces fonctions-là, il faut les synchroniser. Parce qu'en fait, ils vont par exemple utiliser la même bande passante ou ce genre de choses. Donc ici, le système, donc c'est un projet qui avait beaucoup d'envergure, c'est le FCAS, donc, qui va être déployé en 2030. C'est les futurs combats aériens véhicules, c'est les drones autonomes. Et donc l'idée ici, c'est, si on peut avancer, voilà, ça c'est l'architecture du système multisenseur multifonction. Et ce que vous voyez ici, ce sont les ressources qui vont se connecter. Donc vous avez la partie software au-dessus et vous avez la partie hardware en bas. Et sur la partie hardware, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites des vrais systèmes qui tournent dans la vraie vie, on n'est pas que sur du logiciel, on est sur du logiciel connecté à du matériel. Et on en discutait tout à l'heure sur la partie intégration logique, physique, pour faire des vrais systèmes. Et donc, ce qui nous intéressait ici, c'est comment faire en sorte que tous ces capteurs fonctionnent en même temps sans se gêner mutuellement. Donc en fait, et puis on a d'autres questions sur par exemple changer de mode. Le drone, il fait une mission, il est en mode offensif ou il est en mode défensif en fonction de la requête du commanditaire qui va poser la question, etc. Donc c'est un sujet assez complexe, mais ce que je veux vous montrer ici, on peut avancer, c'est qu'il y a des modèles d'intelligence artificielle distribuée qui ne sont pas super connus dans la littérature ambiante, mais aujourd'hui, il y a un domaine qui s'est développé depuis une vingtaine d'années qui s'appelle les systèmes multi-agents, c'est ma spécialité. Je travaille là-dessus depuis 20 ans. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée. C'est comment faire en sorte, aujourd'hui, quand on parle d'un agent intelligent, d'une intelligence, elle est unique, c'est une entité. Mais si vous avez plusieurs intelligences qui doivent cohabiter dans un environnement, bien vous passez dans un autre monde qui est le monde de l'IA distribuée ou des systèmes multi-agents. Et personnellement, je pense que c'est la prochaine vague de l'intelligence artificielle, ça va être les systèmes multi-agents. On peut continuer ? Donc là, c'est juste, c'est une vidéo, on peut voir le début. Donc c'est un travail que j'ai fait quand j'étais au Lipsis, j'étais chef de département IA sciences des données.
et avec Thales, Dassault, et puis une partie avec l'ONERA. On travaille beaucoup aussi avec l'ONERA en France. Et donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est votre système que vous voulez contrôler, c'est pas que votre drone, hein. C'est tout l'environnement, c'est les menaces, etc. Et donc, comment faire en sorte de modéliser globalement tout le système pour être en mesure de contrôler tout le système. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, ce sont les plans que vont exécuter les différentes fonctions qui correspondent aux différentes fonctions des capteurs. Et en fonction de ce qui va se passer dans l'environnement, on va désactiver ce capteur va se mettre en mode veille et l'autre, il va prendre la main, etc. Et donc, c'est toute cette dynamique qu'il faut capturer dans le système. On peut avancer ? Donc, juste pour vous dire que l'IA, c'est très vaste, hein, c'est pas que du machine learning, même si, aujourd'hui, le machine learning a pris le pas sur un certain nombre de choses. J'ai mis 2 points importants. Pour moi, il y a les réseaux de neurones en 1943, et puis il y a aujourd'hui les LLM qui, quand même, ont créé une vague, un tsunami sur le monde de l'intelligence artificielle. Et entre les deux, il y a eu, si on avait le temps, on détaillerait chaque aspect, mais entre les deux, il y a eu plusieurs succès, plusieurs échecs, etc., etc. Alors, je vais juste, sur le slide suivant, parler de la naissance du terme intelligence artificielle lors de la conférence de Dartmouth en 1956 par des chercheurs américains. Et le postulat de base, c'était si on décortique le cerveau, l'intelligence humaine, on doit être capable de la reproduire dans des machines computationnelles. C'était ça la base. Alors, quand on parle d'IA, on a plusieurs domaines qui inspirent l'intelligence artificielle. On a bien sûr l'informatique, les mathématiques, la philosophie, la linguistique et aussi la psychologie et la cognition. Alors, quels sont les processus cognitifs dont on parle? En fait, c'est la perception, l'apprentissage, l'abstraction, le raisonnement, la communication et l'action. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'abstraction, toutes les représentations qu'on fait dans une machine ne sont que des abstractions du monde réel. Et donc, pour pouvoir apprendre, il faut être capable d'abstraire. Si on gardait toutes les informations, on ne pourrait pas apprendre. On va saturer très vite. Donc, on est obligé de faire des représentations sur des représentations, on appelle ça des méta-représentations, qui nous permettent d'avancer. Alors, Marvin Minsky, c'est un chercheur américain qui a défini l'intelligence artificielle. Il fait partie des 4 de Dartmouth. Mais il a surtout fait un livre très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle « La société de l'esprit ». Et c'est là où il commence à parler de tout ce qui est intelligence collective. Les premiers travaux sur l'intelligence ou les systèmes multi-agents viennent de là. Donc, voilà, ici, je ne vais pas détailler, mais ce que je veux dire, on pourrait passer 3 heures sur ce slide. Ce que je veux dire, c'est que reproduire les processus cognitifs, c'est pour ça que la psychologie et les neurosciences, c'est important. Il faut comprendre comment ils fonctionnent, ces processus cognitifs. Et lorsqu'on veut faire un robot qui bouge, qui fait du moving dans un espace, ben, on n'est plus dans un processus, mais on est dans une agrégation de processus cognitifs. Donc, un mouvement, c'est quoi? Un mouvement, c'est de l'autonomie, c'est de la perception, c'est d'une activité sensorimotrice, etc., etc. Donc, juste pour vous dire que faire des systèmes intelligents, ça va au-delà du processus cognitif, mais bien sûr, on va se focaliser à chaque fois sur tel ou tel aspect de la cognition. Alors, globalement, il y a 4 approches. Dans le domaine de l'IA, il y a les approches qui vont faire de la modélisation cognitive, qui vont essayer de faire des systèmes qui pensent comme des humains. Lorsqu'on fait des chatbots, on essaie d'interagir avec des humains, donc on essaie de comprendre le langage humain et comment l'humain interagit. La pensée rationnelle, c'est tout ce qui nous vient de la théorie des jeux. C'est une conception idéalisée de l'intelligence, c'est-à-dire l'efficacité, la rationalité économique, par exemple, est une sorte d'efficacité. Et là, on est dans des modèles plus de la logique. Et puis, vous avez l'action rationnelle, là, sur les agents, le robot, etc., qui vont être plus des modèles mathématiques et d'ingénierie. Et enfin, l'action comme les humains, on va essayer d'être dans des modèles un peu empiriques. On fait des hypothèses, des expérimentations. L'IA, c'est une science très expérimentale. On fait beaucoup de tests. D'ailleurs, quand vous faites du tuning d'un réseau de neurones, vous faites quoi? Vous faites de l'expérimentation, finalement. Parce que vous ne savez pas quels sont les poids qu'il faut donner aux paramètres au départ, etc. Donc, the big picture de l'intelligence artificielle, il y a en gros 3 grands domaines. Il y a le symbolique, le statistique et le subsymbolique.
Et le système multi-agent, vous le voyez là, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est la partie un peu collective. Ici, vous avez toutes les fonctions, la perception, le raisonnement, etc. Et ces fonctions vont créer ce qu'on appelle des domaines de problèmes. Et on va appliquer des paradigmes. Et vous pouvez appuyer sur... Voilà. Donc les systèmes multi-agents, par exemple, c'est une implémentation parmi d'autres, parce qu'il y a par exemple les algorithmes génétiques aussi. Les systèmes multi-agents ne sont qu'une implémentation d'une approche systémique de l'intelligence artificielle. Alors, beaucoup de gens réduisent l'IA à l'algorithme, c'est faux. L'IA, ce n'est pas de l'algorithme, l'IA, c'est beaucoup de choses. Et à partir de là, vous faites un système d'intelligence artificielle, vous agrégez plusieurs processus cognitifs, et si vous voulez faire un système de systèmes, eh bien, vous agrégez plusieurs entités. Si vous faites une mission de drone, d'une patrouille de drone, vous n'êtes plus dans le mono-agent, vous êtes systématiquement dans le multi-agent. Donc là, je vais vous montrer un exemple que j'avais développé avec des collègues. On avait fait toute la partie IA. Donc c'est comment animer la vie dans une ville comme Paris, qu'on avait travaillé avec Thales sur... Thales avait fait la numérisation et nous avions fait la partie intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des humains, vous avez des signalisations, vous avez des moyens de transport, vous avez un trafic. Ben, tout ça, ça vous fait votre système. Votre système, c'est un ensemble d'entités. Si vous voulez faire la Smart City, vous ne pouvez pas la faire sur un algorithme monolithique. Il faut faire interagir beaucoup de choses ensemble. Et aussi, il faut faire apparaître plusieurs domaines de l'intelligence artificielle. La simulation, l'IA symbolique, la cognition, l'architecture, les émotions, la navigation, la planification, etc. Alors, très rapidement, on va juste voir à quoi ressemble une simulation. Donc le projet s'appelle... sur le web si ça vous intéresse, il y en a plein. Donc pourquoi l'IA aujourd'hui? L'IA aujourd'hui a pris beaucoup d'essor pour 3 raisons, je dirais. La puissance de calcul qui est de plus en plus disponible, la disponibilité des data, les big data, même si on se plaint des fois qu'il n'y a pas de data, mais il y a quand même beaucoup de data de disponibles, avec en particulier l'IoT, et les modèles, les nouveaux modèles qui apparaissent, qui apprennent de différentes manières et s'appuient sur les données et la puissance de calcul. L'IA est déjà partout, on peut avancer. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas d'intelligence artificielle aujourd'hui. On peut avancer? Non, vous reculez. Donc, là, non. Oui, juste après. Bon, il y a un slide qui a sauté. Ok, donc ça c'est le big boss d'Amazon. Amazon fait beaucoup d'industrie, hein, sur tout ce qui est packaging, sur tout ce qui est supply chain, etc. Et là, il nous dit que l'IA est la plus grande opportunité des temps modernes, et je pense qu'il n'est pas tout seul à le dire aujourd'hui. Il y a un certain nombre de chiffres qui donnent un peu le vertige, hein, sur, par exemple, la contribution potentielle de l'IA à l'économie mondiale d'ici 2030, 15,7 $. Je ne sais pas combien de chiffres, combien de zéros derrière, hein, mais ça fait beaucoup. Voilà, c'est énorme. Alors, pour moi, le point d'inflexion dans tout cela, c'est la petite flèche en rouge. On est passé de l'automatisation à l'autonomisation des systèmes. Aujourd'hui, votre drone, il n'a pas besoin de vous, il part tout seul. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui a... On n'est plus dans les tâches, on va remplacer par la machine, etc. Non. On est dans des systèmes qui vont remplacer... je ne sais pas ce qu'il me dit, mais... qui vont remplacer l'humain dans la partie intellectuelle aussi. Et donc, on donne beaucoup d'autonomie à ces systèmes. On peut passer.
Le consensus général, bon, tout le monde est d'accord, je pense. On y va? Encore? Les stratégies nationales en avance. Les exemples d'augmentation par l'IA, donc l'efficacité de la chaîne logistique, la productivité de l'industrie, les précisions de 95% dans la détection des accidents financiers. Il y a beaucoup d'IA dans tout ce qui est détection de fraude et d'intrusion, etc. Et les médecins nous disent que l'espérance de vie, grâce à l'IA, va augmenter de 3 ans. Donc l'IA au service de l'industrie, donc là j'arrive à mon sujet principal. Donc déjà le numérique a introduit beaucoup de choses dans le domaine de l'industrie, mais on peut continuer. Alors en fait, ce dessin est très important. Bon, il n'est pas de moi, mais il est un peu retravaillé. Ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est quand est-ce que l'IA a commencé à investir le domaine industriel. Donc, on connaît tous l'évolution entre la mécanisation, l'électrification, l'automatisation. Là, on commence à parler de l'industrie 3.0. Donc, c'était des automatisations partielles. On arrive sur l'industrie 4.0 et là, on est dans une intelligence artificielle basée sur les données. On commence à parler de données pour augmenter, améliorer la chaîne, etc. Alors, l'industrie 5.0, c'est un concept qui nous vient du Japon sur la place de l'humain dans cette chaîne de valeur, en fait. Donc, c'est l'interaction homme-machine, robotique, apprentissage et apprentissage automatique. Et puis, on parle aussi de l'industrie. On passe de la personnalisation à l'humanisation grâce au concept de l'industrie 6.0. Alors, juste, entre parenthèses, j'ai fait une étude sur l'écosystème marocain et j'ai essayé de voir à quel niveau est-ce qu'on en était. Je pense qu'on est encore entre 3 et 4 au Maroc, et peut-être que la journée va me faire penser le contraire, mais globalement, en fait, on est encore loin de 5.0 et 6.0. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de l'industrie X.0, qui est hyper-personnalisation, humanisation, et bien sûr, connectivité et utilisation des données, et surtout, le service après-vente. Donc, les domaines où l'IA va avoir un grand potentiel, tout ce qui est R&D de produits, tout ce qui est optimisation de systèmes de production, les procédés agiles, l'intralogistique, le contrôle et la maintenance. Et je vais vous donner des petits exemples tout de suite. Ça, c'est le jumeau numérique, on peut passer. On peut passer parce qu'il est long. Donc, ça, c'est tous les domaines de l'IA qui vont être utilisés dans l'industrie en avance. Alors ici, vous avez tout ce qui est recherche et développement de produits. D'accord. Il y a des petites vidéos ici. Donc ça, c'est un travail qui a été effectué à l'ONERA en France. C'est pas de moi, hein, c'est un travail de l'ONERA. Hein. Mais en fait, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accélérer la conception de systèmes complexes par de l'optimisation utilisant des modèles réduits. Et on va faire de la simulation, par exemple. Dans la simulation, on va avoir une hybridation entre les données et les modèles physiques. Ça, c'est très important quand on arrive à mixer les deux. Faciliter la certification. Aujourd'hui, on parle beaucoup de certification, surtout quand on fait des produits qui vont... Quand on fait de l'embarqué, par exemple, dans un avion, dans un drone, vous ne pouvez pas mettre du code qui n'est pas certifié. Donc, en fait, on peut faire de la certification sur des maquettes physiques numériques par hybridation des modèles d'apprentissage et des modèles formels. Développer et vérifier des logiciels de simulation en utilisant les LLM génératifs et intégrer des traitements dans les systèmes pour le monitoring et la détection des anomalies. On fait beaucoup. Alors les LSTM dans le domaine de l'apprentissage, c'est tout ce qui prend en compte en fait le temps entre les différentes progressions du modèle. Alors, les LSTM vont beaucoup être utilisés dans tout ce qui est monitoring et détection de fautes ou de défauts, simplement, dans les modèles. Ici, vous avez l'optimisation des systèmes de production on va se baser sur la modélisation et la planification des ressources techniques. Donc, par exemple, ici...
Alors, les procédés robotisés, là aussi, on peut faire des choses beaucoup plus précises grâce à la technique et grâce à l'intelligence artificielle. Et là, vous allez voir comment ils ne débordent pas du tout, hein. Alors, beaucoup de modèles prédictifs, beaucoup de réseaux de neurones aussi. On avance, je suis encore... Planification et monitoring des systèmes intralogistiques. Et là, vous allez voir que... Hello everyone, I'm a sorting robot. I know I look cute, but my skills are a lot more impressive. I can identify the information on each of the parcels effectively and sort them out precisely. My friends and I can process as many as 18,000 parcels in an hour. This is a 1.3 square kilometer transit warehouse. The use of sorting robots improves efficiency, accuracy, and security during the sorting process, and also reduces manual labor costs by an astonishing 70%. Là, c'est tout ce qui est contrôle non destructif et maintenance. On conclut en beauté. Ouais, ok, on termine. Ça, c'est très rapidement un projet que nous avons fait avec l'OCP. On a un laboratoire commun avec l'OCP qui s'appelle Asmaya. Et dans ce laboratoire, on fait beaucoup de projets industriels, dont la maintenance proactive. Et on arrive à montrer qu'on arrive à améliorer par prédiction un certain nombre de situations. Vous savez que dans une chaîne logistique, si vous avez une machine qui s'arrête quelque part, en tout cas pour l'OCP, c'est beaucoup d'argent de perdu parce qu'il y a tout qui s'arrête et il faut pour refaire redémarrer l'ensemble, c'est hyper coûteux. Donc on ne peut pas se permettre l'arrivée de panne. Il faut absolument les prévoir. Voilà, donc juste je termine avec ça. Il y a 4 éléments de mon point de vue qui impactent la productivité, hein, y compris industrielle. Donc les opérateurs, les infrastructures, l'environnement et les processus. Pour ce qui est opérateur, pour tout ce qui est processus, on a des témoignages de... Oui, on y va? Là, c'est fini. Hein. Selon McKinsey, comment est-ce qu'on améliore la production grâce à l'intelligence artificielle? Et on a aussi derrière Capgemini qui nous dit que 78% des entreprises qui emploient l'IA améliorent leur efficacité d'au moins 10%. Mais 10%, c'est vraiment à la baisse, hein, c'est au moins. Les opérateurs, c'est un point essentiel dans tout, pas que dans l'industrie, hein, mais dans tous les domaines qui sont impactés par l'IA, de prendre en compte en fait les questions de... L'IA va, par exemple, si vous faites de la cobotique, vous soulagez quelqu'un qui travaille dans l'usine, mais il faut aussi que la personne soit capable de travailler avec ce robot, d'accord, de collaborer avec le robot. Donc il y a des questions d'augmentation de l'opérateur par l'industrie X.0, mais il y a aussi des questions de substitution et de redéploiement des opérateurs. Donc là, on arrive sur des questions très importantes. Là, juste pour terminer avec cet exemple du Kenya, qui démontre en fait qu'ils font beaucoup aussi d'offshoring comme nous, qui démontre qu'à horizon de 2032, je crois, 2020, ça c'est le point d'inflexion, 2023, et là c'est 2034, en fait, ça sera beaucoup plus intéressant d'embaucher des robots que d'embaucher des humains, même non qualifiés à très bas coût. C'est-à-dire qu'on ne va plus être compétitif sur le marché de l'emploi vis-à-vis des robots. Donc voilà, sur tout ce qui est environnement, donc aujourd'hui, il faut arriver à connecter tout ça pour arriver à faire de l'industrie X.0. Et dans l'industrie X.0, on va aller vers de l'hyper-personnalisation. Vous savez, lorsqu'on vous vend un boîtier de téléphone, une Livebox, ce n'est pas le boîtier qui est important, c'est toutes les mises à jour qui vont suivre.
Donc, comment garder le consommateur connecté à votre service et comment faire des mises à jour, des upgrades, etc. Voilà. Alors, je crois que c'est... On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Voilà. Terminé. On peut avancer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Amal El Fellah Serghouchni.